Bien, on va finir le cours sur les distributions. Bon, on peut toujours faire plus, bien sûr, mais bon, je vais au moins aller jusqu'au transformé de Fourier des distributions, parce que c'est quand même important. Bonjour. Et donc, on est toujours dans l'idée de transposer aux distributions les opérations qu'on peut faire sur les fonctions, donc translation, dilatation, produit de convolution et transformé de Fourier. Alors, on en était dans le produit de convolution. Je vais juste rappeler ce dont on a besoin pour passer au transformé de Fourier. Puis, de toute façon, on n'avait pas fini le produit de convolution. Donc, je vais reprendre au niveau du produit tensoriel. Enfin, réécrivez pas forcément tout ça, mais il faut qu'on se le remémore ensemble là, pour pouvoir aller plus loin. Donc, j'ai défini le produit tensoriel de deux fonctions, une fonction f, une fonction g. Donc, si f est une fonction de R dans R et g... Bah tiens, je vais en profiter pour faire la généralisation. Je l'avais fait pour deux fonctions de R dans R. Je vais faire pour une fonction de Rn dans R et une fonction de Rp dans R. Voire même dans C pendant qu'on y est. Ce produit tensoriel est défini de la façon suivante. Donc f, c'est une fonction qui a x1, x2, xn associe un certain nombre qui est f de x1, x2, xn. Et puis g est une fonction qui a, on va dire, allez, y1, yp. Ah, évidemment, c'est des variables muettes, là, je pourrais les appeler autrement, mais donc je vais appeler x et y pour bien les séparer, égale g de y1, y2, yp. Et donc, on fabrique le produit tensoriel f croix g en tant que fonction de R n plus p dans C, qui est le produit de la fonction f sur les n premières variables et de la fonction g sur les p suivantes. Donc, du coup, c'est la fonction qui a x1, xn, xn plus 1, xn plus p associe f de x1, xn, g de xn plus 1, xn plus p. Parce que là, vous pouvez les appeler y1, yp si vous voulez, évidemment, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez, vous avez des fonctions, chacune de son espace dans C ou dans R. Si c'était R, ce serait pareil. Et vous faites une fonction d'un espace plus vaste avec la première fonction qui agit sur les premières parties des variables et la deuxième fonction sur la deuxième partie des variables. Donc, on l'avait fait pour deux variables, pour f de R dans R et G de R dans R. Et donc, on avait défini f croix G appliqué à xy qui vaut f de x fois G de y. OK? Donc, ça, c'est le produit tensoriel. Et on l'avait étendu, donc je n'avais pas donné la généralisation, mais enfin, c'était évident, et là, vous l'avez pour cette fois. Donc, on a étendu ça aux distributions en disant que là, si vous avez deux distributions S et T, donc pas forcément associées à des fonctions maintenant, mais complètement générales, si c'est des fonctions, donc ça donnait, bon, enfin je donne directement, on l'a déjà fait, donc f s croix t appliqué à la fonction phi, donc là, ça c'est la variable x, la variable y, si on veut. Et ça, du coup, c'est une fonction à deux variables. Ça, c'est en fait égal donc à S appliqué à la fonction qui est
t appliqué à phi de x plus y. D'accord? Est-ce que vous avez bien ces notations-là dans vos feuilles? Parce que je crains toujours de changer de convention entre-temps. Donc, je pense qu'on avait ça. Non, pardon. Non. Le x plus y, c'était pour la convolution. Non, de x virgule y. Alors, où est-ce que je ne veux pas que je me perde, excusez-moi. Oui, phi est une fonction de deux variables, donc c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, t est une distribution qui agit sur les fonctions d'une variable, mais phi est une fonction de deux variables. Simplement, quand on écrit ça ici, ça veut dire qu'on considère cette fonction de deux variables, phi de x, y, c'est aussi une fonction juste de y, si on considère la fonction y donne phi de x, y. Donc pour chaque x, ça c'est une fonction de y. Donc la distribution t agit sur la fonction de y, phi de x, y. Et donc ça fait une fonction, enfin l'action de la distribution de t sur cette fonction-là en tant que fonction de y, c'est un nombre, mais c'est un nombre qui dépend de x du coup. Et donc finalement ça c'est une fonction de x. Et ensuite on fait agir la distribution qui est la distribution S sur cette fonction de x. Yes? Donc ça, c'est la définition du produit tensoriel des distributions. La définition du produit tensoriel qu'on avait écrite. Alors, oui, donc j'avais précisé que S croix T, ce n'est pas T croix S. Hein. Ce n'est pas commutatif, ce produit. Hein, puisqu'il y a des fonctions qui ne sont pas symétriques en x et en y, donc on ne peut pas échanger s et t dans cette formule-là. Bien, et ensuite, et oui, j'avais donné l'exemple avec les fonctions de Dirac à plusieurs dimensions. Alors ensuite, on a introduit le produit de convolution, et c'est là qu'on s'était arrêté, produit de convolution. Et on avait fait la petite manip habituelle qui consiste à regarder ce que ça donne pour les fonctions. Donc je vous rappelle le produit de convolution de la fonction f et de la fonction g. Donc f étoile g de x, par définition, c'est la somme de f de y, g de x moins y de y. Donc ça, c'est une fonction de x qui est la convolution de f et de g. Là, pour le coup, c'est commutatif. Voilà. Et on avait donc écrit l'action de cette fonction-là sur une fonction test. Donc, quel que soit phi dans D, on a f étoile g appliqué à phi, qui par définition d'une distribution régulière est la somme de f étoile g de x, phi de x dx. C'est la définition de la distribution. Et avec une manipulation immédiate, on avait trouvé, donc juste en réécrivant ça là-dedans et puis en intervertissant x et y, on avait trouvé que ça, c'était la somme de... en fait, on avait trouvé que c'était la fonction f... alors justement, le produit tensoriel, f de x, g de y, appliqué à la fonction phi de x plus y. Donc ça, c'est le produit tensoriel, en fait. Donc de xy appliqué à la fonction phi de x plus y. En tout cas, donc ça, on l'avait écrit ça, hein, vous l'avez aussi ça, non? Ok. Et là, ce qu'on avait dit... Oui, donc ça, je l'avais aussi
réécrit simplement en reprenant la même idée que ça. Ça, c'est le produit tensoriel. Donc ça, c'est f de x appliqué à la fonction de x qui est g de y appliquée à phi de x plus y. Donc la différence entre ça et ça, c'est que là, on a une fonction de deux variables. Là, on a une fonction d'une variable à chaque fois. G agit sur cette fonction d'une variable et f agit sur cette fonction d'une variable. Alors ça, c'est vrai pour des fonctions, c'est-à-dire pour des distributions régulières. Et évidemment, on l'avait généralisé à des distributions non régulières. Donc, quel que soit S et T, S étoile T appliqué, donc, enfin, pardon, S étoile T appliqué à phi, fonction de une variable maintenant, c'est égal à S, alors de x, enfin, exactement la même chose que là, appliqué à T de y, phi de x plus y. Comme ça. Voilà. Alors, ce que j'avais dit, c'était que ce produit... Non, je l'avais... Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais pas fait la commutativité et l'associativité. Hein. Ok, alors on en est là. Petit b, commutativité et associativité. Alors, est-ce que c'est commutatif? Eh bien, la réponse est oui, à condition bien sûr que S étoile T existe. Si S étoile T existe, T étoile S existe. C'est exactement comme ça. Le produit de convolution de deux fonctions n'est pas forcément défini, parce que vous pouvez avoir f qui est intégrable, g qui est intégrable, mais f fois g pas intégrable. On a pris l'exemple de 1 sur racine de x, hein, donc même pas localement intégrable. Donc f étoile g n'existe pas toujours, mais si ça existe, alors cette intégrale existe, et par un simple changement de variable, on retrouve que c'est exactement l'autre aussi. Donc de la même façon pour les distributions, parce que c'est le même processus, si S étoile T existe, ce qui n'est pas toujours le cas, alors T étoile S égale S étoile T, c'est commutatif sous réserve d'existence. De l'un, du coup, ou de l'autre, peu importe. S'il y en a un qui existe, l'autre c'est le même. Et pour l'associativité, alors là il y a une restriction. C'est associatif à condition que les produits de convolution 2 à 2 existent. Alors je prends trois distributions, S, T et U, donc des distributions pas forcément régulières. Alors, si les produits de convolution S étoile T, T étoile U et S étoile U existent, si les trois existent, alors c'est associatif, c'est-à-dire S étoile T étoile U égale S étoile T étoile U. Donc ça, c'est la propriété d'associativité. Alors, il faut faire attention. Il ne suffit pas que ça existe et que ça existe et que ça existe et que ça existe. Il faut aussi que celui qui n'est pas là, le S étoile U, soit défini. Sinon, ce n'est pas forcément égal. Alors, c'est un peu abstrait tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un exemple tout de suite. D'abord, ça va vous permettre de calculer des produits de distribution, des produits de convolution de distribution. En pratique, on va voir comment implémenter ces trucs-là. Parce que tout ça, c'est un peu abstrait, en fait. Il faut le faire en vrai pour se rendre compte vraiment
comment ça fonctionne. C'est pas compliqué, simplement là, vu comme ça parle pas tant que ça, enfin à moi non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Mais dès qu'on le fait, on se rend compte de ce qui se passe. Donc on va prendre un exemple classique où les produits, enfin, l'associativité n'est pas garantie parce que le troisième produit de convolution n'existe pas en fait. Donc ça permet de voir des produits de convolution qui existent, d'autres qui n'existent pas, et des histoires d'associativité. Donc je pense que ce n'est pas inutile, c'est un exercice si vous voulez, mais qui me paraît utile à faire ici. Alors l'exemple en question, le voici. Donc, je sais pas, on peut l'appeler un contre-exemple, parce que c'est le cas où justement ce n'est pas associatif. Comment s'écrit contre-exemple et un trait d'union quand même? Ouais, contre-exemple. Alors, le contre-exemple en question, c'est 1 étoile delta prime étoile H. Donc, on va montrer que c'est différent de 1 étoile delta prime étoile H. Alors, c'est quoi 1? C'est la distribution constante, c'est la distribution qui enfin, c'est la distribution identité, quoi. Enfin, c'est la distribution associée à la fonction 1, plus exactement. D'accord? La fonction 1 est la fonction qui à x attribue 1. OK? Donc 1 de x, ça fait 1, 1 de n'importe quoi, ça fait 1. Donc ça, c'est une fonction localement intégrable, bien sûr. Si vous l'intégrez de moins l'infini à plus l'infini, ça va diverger. Mais dans n'importe quel intervalle, c'est parfaitement intégrable. Et donc, à cette distribution, à cette fonction localement intégrable, est associée une distribution, la distribution que je note aussi 1, et qui donc a phi, à n'importe quel phi dans D, attribue bien, la somme de la valeur de la fonction en x fois phi de x fois dx, de moins l'infini à plus l'infini, et 1 de x, c'est 1. Donc, ça attribue en fait l'intégrale de phi de x dx. Donc, ce n'est pas la distribution identité, excusez-moi, ça ne veut rien dire. C'est la distribution associée à la fonction 1, c'est celle qui, à phi, associe son intégrale, en fait. Bon, c'est une distribution parfaitement... enfin, elle est évidemment continue, c'est une forme linéaire, tout va bien. OK, donc voilà ce que j'appelle 1. Alors, on va calculer 1 fois delta prime. On va calculer delta prime fois... Enfin, quand je dis fois, c'est produit de convolution avec H. Et puis, enfin, on va calculer ces trucs-là et on va voir ce que ça donne. Alors, on commence par quoi? 1 fois delta prime, puisqu'on a 1. Allons-y. Alors, delta prime, donc je vous rappelle que ça, c'est de la dérivée de delta. Hein. Donc, c'est delta prime, je vous rappelle ici, appliqué à phi, ça donne, donc c'est delta associé à moins phi prime, et donc c'est moins phi prime de 0. Hein. Vous vous rappelez ça, on l'avait démontré brutalement, d'emblée, en calculant la... Enfin bon, ouais, ça donne ça, ok. Bien. Alors, faisons maintenant le produit de convolution de 1 avec delta prime. Alors, allons-y. 1 convolué à delta prime, c'est une distribution... Enfin, si ça existe, c'est la distribution qui... C'est effacé là, enfin, on va le refaire. C'est la distribution qui, à phi, associe... associe, donc, ça va être x, ça va être y, et puis là, on va mettre x plus y, hein, dans la définition. Donc, ça va faire... Je vais remettre explicitement les variables... c'est des variables muettes, mais enfin, pour voir laquelle correspond à laquelle. Donc, c'est 1 de x qui sera appliqué à la fonction de x, qui est le résultat de l'application de delta prime à la fonction, donc delta prime par rapport à y, à la fonction phi de x plus y. D'accord? C'est ça que ça voulait dire tout à l'heure quand on a écrit le produit de convolution avec les x et les y. Voilà ce que c'est le produit de convolution de 1 par delta prime appliqué à la fonction phi. Donc ici, on a
Alors je reprends, je vais traiter d'abord la partie y, donc c'est 1x appliqué. Alors ça c'est bien une fonction de x, et c'est quelle fonction de x? Eh bien c'est, on le voit ici, c'est moins cette fonction, c'est moins la dérivée de cette fonction-là en y égale 0. Ouais. Ici, là, cette fonction, elle est traitée comme une fonction de y. Ça, si vous voulez, c'est un psi de y, hein, qui vaut phi de x plus y. Et cette fonction-là a pour dérivée psi prime de y égale phi prime de x plus y. Bien sûr. Et donc, en 0, psi prime de 0, eh bien, c'est phi prime de x. Yes? Je vois des regards un peu circonspects. Non, c'est bon? Ça va? Ouais? Alors, delta prime appliqué à phi de x plus y en tant que fonction de y, c'est donc égal à moins phi prime en y égale 0, c'est-à-dire moins phi prime de x. Et là, on a bien donc une distribution appliquée à une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction est évidemment dans D. Hein, elle est toujours, c'est infini à support borné. Et donc, donc c'est parfaitement défini. Et en l'occurrence, ce qu'on a vu, c'est que 1 appliqué à une fonction, ça donne l'intégrale de la fonction. Donc ceci est l'intégrale de la fonction moins phi prime de x dx. De moins l'infini à plus l'infini. Et ça vaut quoi? 0. Hein, parce que l'intégrale de phi prime, c'est phi. Et phi, entre plus l'infini et moins l'infini, c'est 0, puisque phi est à support borné, phi vaut 0 à l'infini. Donc ça fait moins phi entre plus l'infini et moins l'infini. Et donc, bien sûr, c'est 0. Moralité, la distribution 1 étoile delta prime, c'est la distribution 0. OK. C'est-à-dire la distribution qui a n'importe quel phi associe 0. C'est linéaire, c'est continu, ça fait 0. Bon, OK, très bien. Alors, du coup, continuons. Que vaut 0 étoile h? 0. C'est-à-dire, si maintenant je fais 0 étoile h, c'est évidemment bien défini. Appliqué à phi, ça va donner 0 appliqué à h appliqué à phi de x plus y, avec h de y et puis 0 de x. Ça, peu importe ce que ça fait, de toute façon, ça c'est bien sûr une fonction, ça c'est une distribution normale appliquée à une fonction de d, donc c'est une fonction de d, et ça, du coup, ça fait 0. Voilà. Donc, ce qu'on a montré pour l'instant, c'est que ça, c'est 0. C'est la distribution 0 qui a tout phi associe 0. Bien. C'est bon? Pas de questions là-dessus? Alors maintenant, on va calculer delta prime h. Alors, que vaut delta prime h? Allons-y. Donc h, c'est la distribution de Heaviside, je ne l'ai pas rappelé, enfin, on l'a déjà vu. Donc delta prime h en produit de convolution, c'est la distribution qui a une fonction phi, c'est infini et support borné, attribue le nombre, alors delta prime, on va mettre une variable x, appliquée à la fonction de x qui est h en tant que fonction de y, appliquée à phi, fonction de y, mais via x plus y. Voilà le produit de convolution en question. Alors, h associé à phi de x plus y,
c'est quoi ça? Bah, H, en fait, c'est la distribution de Heaviside qui est une distribution régulière qui est associée à la fonction de Heaviside. Hein, la fonction qui vaut 0 partout et 1 au-delà de... Enfin, 0 pour tout x négatif et 1 au-delà. Je sais pas, je vais l'appeler θ de x, cette fonction. Donc ça, c'est somme de θ de x... pardon, θ de y, phi de x plus y, dy assommé de moins l'infini à plus l'infini. Voilà ce que c'est une distribution régulière, donc il n'y a pas de souci. Et donc cette intégrale, c'est évidemment égal, puisque θ vaut 0 pour tous les x négatifs et vaut 1 ensuite, ça c'est égal à la somme de 0 à plus l'infini de phi de x plus y dy. OK? Donc là, on a traité la partie y, et on voit bien qu'on obtient une fonction de x, c'est intégré sur y ici, donc on a ici une fonction de x, qui est une fonction tout à fait standard, puisque phi est intégrable, bien sûr, elle est à support borné, et c'est infini, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'est un nombre qui dépend de x, et du coup maintenant, on va appliquer la distribution delta prime à cette fonction de x, et le résultat, bah, c'est celui qu'on vient de revoir. Le résultat de l'application de delta prime à cette fonction-là, c'est moins la dérivée de cette fonction-là au point 0. D'accord? Donc ça, cette fonction-là, je vais l'appeler, je sais pas, je l'appelle f de x. Et donc le résultat là, ça va être moins f' de 0. OK? Alors reste à calculer f' de 0. Bah, il faut dériver ça en tant que fonction de x. La dérivée de ça, donc là on a une fonction qui est c infini, donc je dérive sous le signe somme sans aucun problème, hein, qui est continue à c infini, donc a fortiori continue en x. Donc la dérivée de f' de x, donc or f' de x c'est la somme de 0 à l'infini de phi' de x plus y, dy. Alors quand je dis phi', c'est d de phi sur dx, mais c'est aussi donc d de x plus y sur dx. Et donc ça, c'est en fait oui, donc ça, ça s'intègre, puisque l'intégrale de phi', c'est phi. Donc c'est phi en l'infini qui vaut 0, moins phi en... avec le en x égale... On va faire le changement de variable, si vous voulez. J'appelle ça u, j'ai aussi du, et à ce moment-là, je somme de x à l'infini. Donc ça... je vais le refaire comme ça. Donc c'est somme de x à plus l'infini de phi' de u du. D'accord? Et donc, ça, eh bien, c'est moins phi de x. D'accord? C'est phi de plus l'infini moins phi de x. Donc, la dérivée de ça, c'est moins phi de x. Sauf que moi, je veux moins la dériver en 0. Et donc, ça va me faire phi de 0. Yes? Donc finalement, delta étoile H appliqué à phi, ça me donne phi de 0. Du coup, c'est quoi la distribution delta étoile H? Pardon, delta prime ici. Delta prime. C'est delta. Delta prime étoile H, c'est delta. Puisque ça, c'est vrai, quel que soit phi. Hein. Donc, en fait, delta prime étoile H, c'est delta. Intéressant. On vient de voir donc que le produit de convolution de delta prime avec H, c'est delta. OK. Donc, on a calculé 2 produits de convolution, enfin 3 avec celui-là qui était trivial, disons 2. On a fait 2 vrais calculs de produits de convolution de distribution en jouant avec les x et les y. Vous voyez comment ça marche, c'est pas difficile, il faut écrire les choses. Et donc maintenant, il nous reste à faire la convolution
entre 1 et ça, pour voir à quoi ça, enfin, ce que ça vaut, ça, eh bien, un produit de convolution avec ça, on a vu que... Alors, allons-y. Qu'est-ce que je peux effacer? Je vais effacer là? Ouais. Alors, un produit de convolution avec ce truc-là, bah, du coup, c'est un produit de convolution avec delta. Alors ça, c'est la distribution qui, à tout phi, associe, eh bien, à nouveau, 1 en tant que fonction de x appliqué à la fonction de x qui est delta en tant que fonction de y appliqué à phi de x plus y. Alors ça va nous donner, ça c'est la fonction phi de x plus y en 0 de y, donc ça c'est phi de x. D'accord? Et 1 appliqué à phi de x, ben on l'a vu tout à l'heure, ça donne... enfin bon, à la limite, ça suffit, ça c'est 1 appliqué à phi. On sait effectivement que ça donne la somme de moins l'infini à plus l'infini de phi de x et x, puisque c'est une distribution régulière. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que quel que soit phi, 1 étoile delta appliqué à phi, c'est pareil que 1 appliqué à phi, en fait. Et donc, 1 étoile delta, c'est 1. OK? Et ça, c'était delta. Donc tout ça, c'est la distribution 1. La distribution régulière associée à la fonction 1. Donc je vais mettre les étapes intermédiaires, parce qu'on va garder ça pour tout à l'heure. Donc ce truc-là, c'était, on a vu que c'était 0, ça. Et ça, on a vu que c'était delta. Oui, c'était delta. Donc on a un cas, effectivement, où ce n'est pas associatif, manifestement. 1 étoile delta prime étoile h, c'est pas pareil que 1 étoile delta prime étoile h. Et donc le théorème serait pris en défaut si 1 étoile h existait, mais 1 étoile h n'existe pas. On va le montrer tout de suite pour compléter cet exercice. Des questions là? Non? C'est bon? Alors allons-y. Je vais essayer de calculer 1 étoile h. Je vais écrire ce que ça vaudrait si ça existait, et on va voir tout de suite que ça n'existe pas. Donc, ça fournit un bon contre-exemple du fait que tous les produits de convolution n'existent pas forcément, pour les fonctions, mais aussi pour les distributions. Donc 1 étoile h, si ça existait, ce serait la distribution qui, appliquée à phi, vaudrait, alors, 1 en tant que fonction de x, appliqué à h en tant que fonction de y, appliqué à phi fonction de x, fonction de y via la variable x plus y. D'accord? Donc toujours le même principe. Alors h de phi de x plus y, ça existe à tous les coups, hein, puisque ça c'est une fonction de d, et ça c'est une distribution tout à fait normale, une distribution régulière même. Et ça vaut quoi? Eh bien, ça vaut, comme on vient de le voir, c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de la fonction associée à ça fois phi. Et donc, la fonction associée à ça, elle sélectionne que les y positifs. Donc, ça fait une somme de 0 à l'infini de phi de x plus y dy, dont on a vu à l'instant que c'était en fait, bien sûr, par un changement de variable trivial, somme de x à l'infini de phi de y dy. Et, et du coup, c'est quoi ce truc-là global? Maintenant, ça, c'est une fonction de x, tout ce qu'il y a de normal. Sauf que l'application de 1 à cette fonction, ça n'existe pas. Enfin, ça diverge notoirement. Puisque ça, si ça existait, ça vaudrait somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 de x fois f de x, c'est-à-dire donc de f de x dx.
où f de x est la somme de x à plus l'infini de phi de y. Eh bien ça diverge notoirement en moins l'infini. Parce que phi est une fonction à support borné. Donc ça vaut 0 au-delà d'une certaine limite. Là, ça fait ce que ça veut. Enfin, il faut que ce soit assez infini, mais bon, voilà. Mais prenons sa borne minime, sa borne inférieure. N'importe quel nombre qui est au-delà, je sais pas, qui est là-dedans, là. D'accord? Donc, je vais appeler x0, enfin, x0, le dernier point qui ne vaut pas 0. D'accord? C'est à support borné, donc il existe un tel point. Le dernier ou un plus petit que le dernier, on s'en fout. Je prends un x0 qui vaut ça. Du coup, la somme de phi de y dy de x à l'infini, c'est-à-dire f de x, ça, c'est en fait égal à la somme de x0 à plus l'infini de phi de y dès lors que x est plus petit que x0. D'accord? Que je le somme à partir de x0 ou à partir de n'importe quel x en dessous de x0, c'est pareil parce que la fonction vaut 0. Donc c'est aussi d'ailleurs égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini, hein, de phi de y dy. D'accord? Donc dès que x est plus petit que x0, cette fonction-là, f de x, en fait, c'est l'intégrale de phi, qui vaut ce qu'elle vaut, qui existe, c'est une fonction évidemment intégrable, mais c'est un nombre. Ça vaut, ça je vais l'appeler grand A. Ça vaut grand A. Et donc, on a ici une fonction qui vaut somme de moins l'infini à x0 de a dx, plus, après ça va. Après, il n'y a pas de souci. Mais en moins l'infini, vous voyez qu'il y a un vrai problème. C'est que vous avez une fonction qui est constante que vous intégrez jusqu'à moins l'infini. Évidemment, ça diverge. D'accord. Donc on voit très bien, à nouveau en l'appliquant, enfin juste en écrivant ce que ça veut dire, on voit que on peut pas, enfin on peut bien sûr appliquer la distribution de Heaviside à une fonction, ça c'est voilà parce que c'est une distribution, mais ça c'est pas une fonction qui est à support borné, puisque en fait elle est constante avec une constante qui n'est pas nécessairement nulle jusqu'à moins l'infini. Et donc, alors il se pourrait quand même, bien que ce ne soit pas une fonction à support borné, que la distribution qu'on a choisie donne quelque chose sur cette fonction. Par exemple, si ici il y avait delta, on peut quand même appliquer à delta à une fonction qui n'est pas à support borné, puisque ça donne la valeur en 0. Donc on pourrait, si là il y avait delta, ça marcherait quand même. Ça, c'est un truc qui existe, une fonction, mais c'est une fonction qui n'a pas les propriétés qui garantit que n'importe quelle distribution appliquée à cette fonction donne quelque chose. En l'occurrence, la distribution 1, elle ne donne rien appliqué à cette fonction, ce n'est pas défini, ça diverge. Okay? Donc on voit bien ici que ça n'est pas défini, ce produit de convolution n'existe pas, celui-là existe, mais celui-là n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en violation du théorème quand on constate que cette association-là et celle-là, bien que toutes deux existent, mais elles ne sont pas égales. OK? Donc si les trois produits de convolution 2 à 2 existent, alors on a associativité. Et sinon, ça pourrait, mais pas toujours, et en l'occurrence, pas là. OK? Bon. En fait, c'est plutôt rigolo de manipuler ces trucs-là. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, on va passer, on est toujours dans le produit de convolution, on va passer à un petit c que j'appelle intégration, parce qu'il y a des conséquences de ça. Enfin, il y a une conséquence assez intéressante. Je peux effacer? C'est bon? Alors, je vais juste laisser ça, la première ligne, parce que ça va me servir pour une remarque tout à l'heure. Donc, petit c, intégration, j'ai dit. Alors, on va prendre un cas particulier du théorème qu'on vient de voir. Dans le cas où on a
f et g fonctions intégrables, donc appartenant à L1 de R. Alors si f et g sont intégrables, eh bien évidemment 1 étoile f et 1 étoile g, donc produit de convolution de la distribution 1 avec la distribution régulière associée à la fonction f, et produit de convolution de la fonction 1 avec la distribution 1 avec la distribution régulière associée à g, existe, bien sûr. Précisément parce que 1 étoile f appliqué à phi, bien c'est... Alors, donc, allez, je le refais encore une dernière fois. Donc, c'est 1 de x phi f de y appliqué à phi de x plus y. Et donc, ça fait 1 appliqué à f appliqué à phi de x plus y. Et donc, c'est 1 appliqué à la somme de f de y phi de x plus y dy. Et donc ça, c'est la somme. Donc ça, c'est une fonction de x. C'est une fonction de x qui est à support borné en tant que fonction... qu'est-ce que je dis? Non, non, non. Ça, c'est une fonction de x. Je vais l'appeler grand f de x. Et donc, ça nous fait 1 appliqué à x fois f de x dx. Donc, c'est la somme de f de x dx. Et donc, en fait, c'est la somme sur x et sur y de f de y phi de x plus y. Donc, dx dy. Ah oui, et ça converge parce que phi et c infini à support borné, donc par exemple, phi est borné, c'est-à-dire phi est toujours plus petit qu'une certaine grandeur, et à support borné, donc l'intégrale sur y sera plus petit que sa borne supérieure fois la taille de son support, en tout cas un nombre fini, et par ailleurs, donc c'est plus petit qu'un nombre fois f de y, et donc comme f de y par ailleurs est intégrable, alors un nombre fois une fonction intégrable, ça reste une fonction intégrable. Donc ça, c'est un truc qui existe. D'accord ? C'est une fonction. Enfin, donc cette distribution-là, elle existe. Ce produit de convolution de distribution existe, et de même, évidemment, 1 étoile g. Donc avoir f et g intégrables garantit que ces produits de convolution existent. Et par conséquent, puisque ces deux-là existent, si jamais le troisième existe, c'est-à-dire si f étoile g existe, d'accord? Si f étoile g existe, alors on est dans les conditions du théorème, et donc on a associativité. Alors par conséquent, où suis-je? Eh bien voilà, donc alors, 1 étoile f étoile g égale 1 étoile f étoile g. OK? Eh bien, on en déduit le théorème suivant. Donc, si ça existe, eh bien, la somme de moins l'infini à plus l'infini de f étoile g de x de dx est égale à la somme de f de x fois la somme de g de x. Il manque un peu de place ici, là. Enfin bon. Ah.
Je vais écrire plus petit, j'espère que vous verrez. Donc c'est la somme de f de x dx fois la somme de g de x ou g de y, dy, enfin dx, moins l'infini, plus l'infini. Ici, on a des variables muettes, bien sûr. Voilà. Donc l'intégrale du produit de convolution, c'est le produit des intégrales. Et ça, c'est un résultat très sympathique. Qu'il n'est pas inutile de connaître. Si le produit de convolution existe, alors son intégrale, c'est le produit des intégrales. OK. Ça ne veut pas dire que la fonction, c'est le produit des fonctions, pas du tout. Hein. Mais l'intégrale sur tout l'infini, c'est le produit des intégrales sur l'infini. Bon. Pourquoi? Ben parce que donc, ça, c'est ça. Enfin, ça, c'est ça, d'accord? On a vu que 1 appliqué à une fonction, ça donne sa somme. Et ça, eh bien donc applique, enfin, on peut le refaire explicitement, mais ça appliqué à une fonction phi, si vous voulez qu'on le refasse, donc, 1 étoile f, on a vu que c'était la distribution. On l'a vu ça? Oui, on vient de le voir, ici. Ah. Ouais, alors 1 étoile f, étoile g, appliqué à phi, donc x plus y, celui-là y, celui-là x, ça va faire 1 étoile f appliqué à g appliqué à phi. G est une fonction, c'est une distribution régulière, donc ça c'est juste la somme de moins l'infini à plus l'infini de g de y, phi de x plus y, dy. Et ça, donc, c'est une fonction... Ah ben, il suffit de l'appliquer à la fonction 1, en fait. Ceci est vrai quel que soit phi, hein. On sait que ça égale ça en tant que forme linéaire, en tant que distribution. Donc ça appliqué à n'importe quelle fonction phi, ça donne ça appliqué à n'importe quelle fonction phi. Donc en particulier, ça appliqué à la fonction 1, ça donne ça appliqué à la fonction 1. Donc si phi... Ah non, mais 1, c'est pas... Non, 1, c'est pas support bord. Oh... J'ai écrit un truc là-dessus ou pas, moi? Parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Bon, on va faire un changement de variable. On a dit que 1 étoile f c'est en fait non. Bon, je vois pas super clair là. Vous voyez comment on conclut, on finit le truc là ou pas? Bah, je veux montrer que ça, enfin, je veux montrer que ça égale ça implique que ça égale ça. Alors, ça, enfin, ça c'est ça.
D'accord? Enfin, ça, appliqué à une fonction phi, ça va donner somme de ça fois phi de y dy. Et je veux montrer pareil, ici, je veux montrer que ça, donc si je l'applique à une fonction phi, ça me fait ça. Ah oui, si je fais le changement de variable ici, y... Ah mais oui! Non? Si j'appelle ça y', ah oui, donc ça, ça c'est la translation de la distribution G de moins x. Appliquer G à phi de x moins y comme ceci. Si je shift, si je retire x à cette variable-là, j'ai y, ça ne va pas changer les bornes. Donc, cette intégrale-là, c'est la même que l'intégrale si je remplace phi par psi. J'écris psi de y égale phi de x plus y. Voilà. OK? Donc ça, en fait, c'est l'application de G, distribution régulière G, non pas sur la fonction phi, mais sur la fonction psi. L'application de G à psi, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini de G de x, enfin G de y, psi de y, dy. Donc c'est ça en fait. OK? Donc ça, c'est l'application de G à psi. Et là, de la même façon, donc c'est-à-dire c'est somme de G de y, psi de y, dy. Et ça... Donc maintenant, c'est l'application de ça à cette fonction. Attendez, cette fonction, elle est constante? Donc, excusez-moi, je fais encore un petit brouillon sur le côté, là. Somme de moins l'infini à plus l'infini de G de y, psi de y, dy. Ah bah oui, oui, mais c'est ça, c'est un nombre qui ne dépend pas de x, en fait. Oui, c'est ça, c'est une fonction constante. Enfin, qui dépend de x, qui dépend de x parce que c'est la translatée, enfin psi dépend de x, c'est la translatée de x, donc s'il y a un autre x, c'est une autre translatée. Donc effectivement, ça c'est un psi indice x, donc ça ne va pas nous aider beaucoup. Bon, écoutez, je suis perdu là. Enfin, c'est pas que je suis perdu, c'est que je vois pas comment faire, mais je sais que c'est facile. Donc, laissons ça en suspens. Faites-le en exercice. Si on se pose 10 minutes, on va le faire. Je préfère laisser ça à la fin si on a du temps, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse les transformés de Fourier. En tout cas, vous avez vu comment on calcule les produits de convolution. Il suffirait de le faire là aussi proprement. Je n'ai pas voulu le faire proprement là, et du coup, je suis pénalisé là. Mais en tout cas, retenez que de ça, qui découle de ce qu'on a vu avant, découle ceci. Et essayez de démontrer ça en exercice, et puis voilà. Et si vous n'y arrivez pas, venez me voir, on le fera ensemble. J'espère que j'y arriverai cette fois-là. OK. Alors, un avant-dernier point sur la convolution. Je voudrais vous montrer l'élément neutre du produit de convolution. Alors ce produit de convolution, on a vu qu'il se comportait un peu comme un produit assez sympathique, mais pas tout à fait. On a vu qu'il est commutatif, mais seulement s'il existe. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le produit de convolution de deux fonctions quelconques, mais quand on peut le faire, alors c'est commutatif. Et puis, il n'est pas vraiment associatif, mais quand même,
quand les produits de A2 existent, alors il est associatif. Donc on n'est pas loin d'avoir une loi de composition assez sympathique avec un produit donc d'une certaine façon commutatif et d'une certaine façon, enfin toujours commutatif quand il existe et d'une certaine façon associatif. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'en fait ce produit, il a un élément neutre. Il existe une fonction qui, quand on la convolue, enfin il existe une distribution qui, quand on la convolue avec n'importe quelle autre distribution, donne la même distribution. Et cette distribution, c'est delta. Oh, que c'est beau. Alors, delta. Alors, théorème. Pour toute distribution T, régulière ou pas, on a T produit de convolution avec delta. Alors si ça existe, évidemment c'est commutatif, égale produit de convolution de delta avec T, égale T. Donc on va montrer que ça existe et on va montrer que effectivement ça change pas T. Alors allons-y, démonstration. Allez, ça va être un nouvel exercice. On va appliquer le produit de convolution T delta à une fonction phi, une fonction test quelconque. Alors ça, par définition, c'est T en tant que fonction de x fois delta en tant que fonction de y appliqué à phi de x plus y. Enfin, pardon. Oui, c'est ça. Et donc, c'est t en tant que fonction de x, j'aurais pu sauter une ligne là, c'est t en tant que fonction de x appliqué à delta en tant que fonction de y appliqué à phi de x plus y fonction de y. Comme on l'a vu jusqu'à présent. Bon, bah, delta, c'est la distribution qui a une fonction attribue sa valeur en 0. Donc la valeur en 0 de phi de x plus y en tant que fonction de y, c'est phi de x. Et donc ça donne t en tant que fonction de x, t distribution agissant sur des fonctions de x, appliquée à phi fonction de x. Eh bien ça, c'est l'application de t sur phi. Bon, bref. Ouais, et donc ça c'était appliqué à phi, tout simplement. Donc, quel que soit phi, t étoile delta, ce n'est rien d'autre. Enfin, t étoile delta sur phi, ce n'est rien d'autre que t sur phi. Donc, t étoile delta, ça existe d'abord, parce que ça existe. T, c'est une distribution, phi, c'est une fonction test. Donc, ça existe. Donc, ça existe. Autrement dit, le produit de convolution t étoile delta existe toujours. Et puisqu'il existe, il est aussi égal à son... enfin, il est commutatif. Et donc, on a bien démontré ça, en fait, en une ligne. Hein, voilà. Et donc, delta est une distribution qui agit comme un élément neutre du produit de convolution. C'est pas mal. Alors, on va faire plus fort encore. Convolution et dérivation. Convolution et dérivation. Alors, théorème. Quel que soit T, distribution quelconque, dans des primes, dans le dual topologique de D, delta prime, je vais mettre là, delta prime étoile T égale T étoile delta prime. Donc, ça existe, hein, le produit de convolution de delta prime avec n'importe quelle distribution, ça existe. Du coup, c'est commutatif. Et ça vaut quoi? T'. Oh!
vous convoluez une distribution avec delta prime, la dérivée de la distribution de Dirac, et vous obtenez la dérivée de la distribution. Donc dériver une distribution, c'est pareil que prendre sa convolution avec delta prime. Assez sympathique. Alors on va montrer ça. Non, pendant que j'y suis, je complète le théorème, parce que c'est vrai évidemment en dérivant une fois, c'est vrai en dérivant une fois, parce qu'une fois qu'on a une, il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Si je fais delta prime appliqué à ça maintenant, évidemment ça va faire t secondes, etc. Hein, donc je complète le théorème en disant, voilà, par conséquent, enfin c'est un corollaire, enfin c'est évident, quel que soit n dans n, delta appliqué, enfin, pardon, delta prime appliqué n, enfin, pardon, la dérivée énième de t, enfin, la dérivée énième de la distribution de Dirac appliquée, enfin, produit de convolution avec t est égal à t produit de convolution avec la dérivée énième de delta est égal à la dérivée énième de t. OK? Ah, parce que si maintenant je convolue delta prime avec ça, je vais avoir, enfin, delta prime étoile delta prime, ça fait la dérivée de delta prime, donc delta seconde. Hein, donc delta seconde étoile t, ça va être delta prime étoile t prime, donc la dérivée de t prime, donc t seconde. Donc voilà. Hein, okay, donc ça, c'est juste la conséquence de ça. Si on arrive à montrer ça, c'est fini, on a tout montré. Et ça aussi. Donc on peut dériver n fois toutes les distributions, ça on l'avait déjà vu, les distributions sont toutes dérivables au sens des distributions. Et alors pour le faire, il y a la formule habituelle, quand on dérive, enfin, d'ailleurs ça va faire partie de la démonstration, la définition de t', c'est la distribution qui, appliquée à phi, donne la même chose que, enfin moins ce que donne t appliqué à phi'. Hein, c'est comme ça qu'on a obtenu, là, on l'a fait pour des distributions régulières en faisant l'intégration par partie, et du coup, on l'a étendu à la définition pour toute distribution, régulière ou non. Donc ça, c'est la définition. Alors, on va écrire, on va calculer directement ça. Alors, allons-y, là. Enfin, donc ça, c'est rappel ce que c'est que la définition de t'. Et donc, la démonstration, la voici. Donc, t étoile delta prime appliqué à phi, ça donne t en tant que fonction de x, enfin, agissant sur les fonctions de x, comme ça qu'il faut le dire proprement, t agissant sur les fonctions de x, appliqué à la fonction de x, justement, qui est l'action de delta prime sur la fonction phi de x plus y en tant que fonction de y. Voilà. Yep. Alors, delta prime appliqué à phi, ça, on sait que ça réalise... non. Ah oui, si, ça, on sait que ça donne moins phi prime en 0 en tant que fonction de y, donc ça fait moins phi prime de x. D'accord? Bah, en fait, ça y est, c'est fini. Puisque c'est la définition de la dérivée, quoi. Voilà. Ça donne moins t appliqué à phi'. Je vous rassure, ça me fait marrer aussi. Hein. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est fini. Bon, alors, voilà. C'est QFD, tiens, voilà. Ça fera plaisir à votre collègue qui n'est pas là, mais... C'est QFD, OK?
Donc T étoile delta prime, ça existe toujours. Et ça réalise, c'est la dérivée de T. C'est génial. Alors pourquoi j'ai laissé ça au tableau? Bah parce qu'en fait, quand on a calculé delta prime étoile H, maintenant qu'on sait qu'en fait delta prime étoile quelque chose, ça donne la dérivée, bah on aurait pu tout de suite dire que c'était delta. Hein. Alors, je l'ai calculé explicitement tout à l'heure, ça nous a fait un exercice pour manipuler un peu les produits de convolution. On l'a vu explicitement dans ce cas-là, en écrivant tout proprement. Mais en fait, c'est même pas la peine, quoi. Enfin, encore faut-il savoir que la dérivée de h, c'est delta, mais ça on l'avait fait aussi par ailleurs. Hein. En tout cas, on retrouve bien sûr que delta prime étoile h, c'est delta, puisque delta, c'est la dérivée de h. Et là aussi, 1 étoile delta prime, 1 c'est la distribution constante. Bah, ce qu'on a trouvé, c'est que en fait, ça, c'est la dérivée de la distribution constante. Bah, la dérivée de la distribution constante, c'est 0. C'est la distribution 0. Voilà. Et là, du coup, une fois qu'on sait que... Enfin, si on avait su ça, on aurait pu dire tout de suite que ça, c'est delta. Et si on avait su aussi que delta, c'est l'élément neutre de la convolution, on n'aurait pas eu besoin de recalculer 1 étoile delta pour voir que c'était 1. Bah oui, c'est l'élément neutre. C'est vrai pour 1, mais c'est vrai pour n'importe quel t ici. Donc évidemment, tout ça est cohérent avec ce qu'on vient de voir par la suite. Donc cet exercice-là, c'était vraiment pour nous apprendre à maniper, mais c'est assez... quand on sait 2-3 choses de plus, qui ne sont pas compliquées, encore une fois, c'est une ligne, il suffit d'écrire la définition, là. Quand on sait ces 2-3 choses de plus, ça tombe aussi immédiatement. Bon, voilà qui est sympathique. Alors, ah ouais, oui. Une petite conséquence. Ah oui, ça c'est sympathique ça. Je peux effacer là? Yes? Allez. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse la transformée de Fourier. Ça va être rapide pour finir. Mais juste avant ça, une conséquence de ce truc-là. Une conséquence, si... Alors, je vais prendre des distributions... Enfin, je vais prendre un produit de convolution de distribution. Si t égale S produit de convolution avec U existe, si T étoile U existe, donc ce n'est pas toujours le cas, mais quand ça existe, alors T', que vaut la dérivée d'un produit de convolution en fait? Alors c'est joli ça, parce que T', d'après ce qu'on vient de voir, c'est delta prime étoile T. D'accord? Donc, si ça existe, donc là, on a delta prime étoile S étoile U. Mais est-ce que c'est associatif dans ce cas-là? Bah oui, parce que si lui existe, ce qui est sûr, c'est que delta prime étoile S et delta prime étoile U, ça existe, puisque ça donne la dérivée de la distribution. Ça existe toujours. Vous pouvez convoluer delta ou delta prime avec n'importe quoi. Donc, si lui, il existe, les deux autres existent, et donc c'est associatif. Alors, si c'est associatif, je peux déplacer les parenthèses. Donc ça, c'est égal à delta prime étoile S étoile U. Mais delta prime étoile S, bah, c'est S'. Et donc ça, en fait, c'est S' étoile U. Ah, la dérivée du produit de convolution S étoile U, c'est S' étoile U. Mais c'est aussi égal à, parce que T', c'est aussi T étoile delta prime. Si le produit de convolution existe, il est commutatif. Et du coup, eh bien, c'est S étoile U étoile delta prime. Ils existent, enfin, les trois produits de convolution existent toujours, donc c'est associatif. Donc je peux à nouveau déplacer les parenthèses, et donc ça fait S étoile U étoile delta prime. Mais U étoile delta prime, c'est U prime. Et donc ça, c'est aussi égal à S étoile U prime. Moralité,
quand vous dérivez un produit de convolution, il suffit de dériver l'un des deux. Donc ce n'est pas la règle de Leibniz où vous dérivez le premier sans toucher au second, plus le dérivé de l'autre en touchant au premier. Ce n'est pas un produit, c'est un produit de convolution. Eh bien, pour un produit de convolution, la dérivée du produit de convolution, c'est la dérivée de l'un convolué à l'autre, n'importe lequel. Ça reste vrai. Donc au passage, vous voyez que ça égale ça. Au passage. Ce qui n'est pas a priori trivial. Mais une fois qu'on a vu ça, bah oui, effectivement, ça sera vrai tout le temps, pourvu bien sûr que S étoile existe. S'il n'existe pas, on ne va pas prendre sa dérivée. Hein. Bon, c'était sympa ça. Alors ça se généralise à tout Rn. On a vu pour une dérivée, on peut le voir pour des dérivées partielles dans Rn au lieu de R. Pour des dérivées énièmes, enfin, ce sera toujours vrai. Donc en particulier, vous avez le Laplacien d'un produit de distribution qui est le Laplacien de l'un convolué à l'autre, ou encore l'un convolué au Laplacien de l'autre, etc., etc. Donc c'est vrai à tous les ordres, pour les dérivées partielles, enfin, ce sera toujours vrai. Alors ça, c'est quelque chose qui est utile en électrostatique, par exemple. Enfin, vous risquez de rencontrer ce genre de choses suivant ce que vous faites par la suite. Voilà. Donc, on arrive au 8e et dernièrement, transformer de Fourier des distributions. Alors là, on va... Je vous laisse écrire ça, c'est bon? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment étendre les transformés de Fourier aux distributions. L'idée étant de... Donc, vous savez, en physique, l'usage des transformés de Fourier est très intéressant. On a vu déjà des raisons pour lesquelles passer dans l'espace de Fourier, c'est intéressant. À chaque fois qu'on a des équations différentielles, c'est en général quelque chose qui est très bien à faire, puisque la dérivée d'une fonction, dans l'espace de Fourier, c'est juste multiplié par k, quoi, par exemple. Et où l'intégrale, c'est divisé par k. Enfin, donc, on transforme des équations différentielles en équations algébriques en passant dans l'espace de Fourier. Donc, c'est quelque chose de très sympathique. Mais du coup, on aimerait bien pouvoir faire ça aussi sur des distributions. On aimerait bien trouver la transformée de Fourier de delta. Parce que delta, c'est tout le temps dans les équations de la physique même classique. Et donc, si passer dans l'espace de Fourier, c'est quelque chose d'utile à faire et de pratique, il faudrait quand même pouvoir transformer de Fourier les distributions, en particulier delta. Alors, c'est ça qu'on va faire. Bon, c'est bon, je peux effacer maintenant. Alors, on va adopter une approche heuristique, pour reprendre le mot que j'ai employé ce matin. Donc, huitièmement, transformer de Fourier des distributions. L'approche est donc petit a, approche heuristique, si on veut. Donc l'approche heuristique, c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que ça devrait être, essayer de trouver la formule par des raisonnements qui, enfin, bon, en faisant les choses. Si ça existait, ça devrait se comporter à peu près comme ça. Voyons ce que ça donne, et puis après, on verra si on peut formaliser ce qu'on a eu. Alors, procédons comme on l'a fait jusqu'à présent. Quand on veut transposer une opération sur des fonctions en opération sur les distributions, on commence par regarder ce que ça fait pour des distributions régulières, qui sont des fonctions en fait, des fonctions localement intégrables. Donc soit f dans L1 log de R, ça donne lieu à une distribution qui agit sur les fonctions phi de la façon suivante, donc quel que soit phi dans D, f en tant que distribution appliquée à phi, c'est somme de moins l'infini à plus l'infini de f de x, phi de x dx. Donc ça, c'est la définition de f. Maintenant, si f est localement intégrable, alors on va prendre f dans L1 plutôt que dans... Oui, je vais prendre f dans L1 de façon à ce que f est une transformée de Fourier. D'accord? Et je vais regarder, donc,
donc soit f tilde, la transformée de Fourier de f. Quand il y en a une. Hein, je prends une approche heuristique, donc peu importe en fait. Si f admet une transformée de Fourier, c'est-à-dire ça va être une fonction, si f tilde est dans L1 log de R, c'est-à-dire si une fonction admet une transformée de Fourier qui est localement intégrable, alors elle représente une distribution régulière. Et cette distribution régulière agit sur les fonctions phi. De quelle façon? Eh bien, de la façon suivante. F tilde appliqué à phi, c'est exactement ça. J'aurais pu me passer d'écrire ça, excusez-moi, je rappelle la définition. Mais du coup, si je fais ça avec une transformée de Fourier, eh bien, ça me donne somme de moins l'infini à plus l'infini de f tilde de x. Alors, je peux l'appeler k, la variable, hein, peu importe. Juste comme ça, je vais avoir f tilde de k. Et maintenant, f tilde de k, c'est pas n'importe quoi. C'est 1 sur racine de 2pi, somme de puissance moins ikx, f de x dx. Donc ça, c'est égal à somme de moins l'infini à plus l'infini sur dk, de somme de moins l'infini à plus l'infini sur dx, de 1 sur racine de 2pi, e puissance moins ikx, f de x, phi de k dk. Enfin, le dk, je l'ai déjà mis là-bas. OK, donc là, j'ai juste écrit que f tilde de k, c'était la transformée de Fourier de f. Et puis là, un petit coup de Fubini, d'accord? Sans surprise, ça fait somme de moins l'infini à plus l'infini de dx, f de x, fois somme de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi, e puissance moins ikx, phi de k dk. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est phi tilde de k. Phi tilde de x, pardon. D'accord? Par définition de la transformée de Fourier. Et par conséquent, ceci n'est rien d'autre que f, fonction localement intégrable, en tant que distribution, appliquée à phi tilde. Ce qui nous suggère ce qui nous suggère la définition de la transformée de Fourier d'une distribution. F, donc la transformée de Fourier de f en tant que distribution appliquée à phi, c'est f appliqué à la transformée de Fourier de phi. Enfin, phi tilde. Et donc là, on a l'impression que si on veut définir la transformée de Fourier des distributions, bah, il suffit de dire bah, c'est vrai pour f, je mets la même formule pour t, n'importe quelle t, distribution régulière ou non, et voilà ma définition. Sauf que phi tilde, là, c'est pas une fonction C infini à support borné. Aïe, 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 aïe. Ouais, je vous entends déjà dire, oui, bon, c'est pas grave. Bah, c'est un peu grave quand même. C'est un peu grave parce que du coup, si vous mettez n'importe quelle distribution là, bah, il n'y a aucune raison que son action soit définie sur une fonction qui n'est pas à support borné. Les distributions, par définition, c'est les formes linéaires continues sur l'espace des fonctions à support borné. Si vous autorisez des fonctions plus larges, ça va restreindre les distributions autorisées. Bah oui, mais en même temps, on n'a pas le choix. Vous voyez bien que, et en fait, non seulement phi tilde, la transformée de Fourier de phi, la transformée de Fourier de phi existe. Hein. Phi, c'est une fonction C infinie à support borné. Donc là, c'est sûr que c'est une transformée de Fourier. Mais non seulement ce n'est pas garanti que la transformée de Fourier de phi soit
Alors, c'est infini, oui, ça c'est sûr. Mais qu'elle soit à support borné, non seulement ce n'est pas garanti, mais c'est même garanti que ce n'est pas le cas. Parce que la transformée de Fourier d'une fonction qui est nulle au-delà d'un certain rang, là, comme ça, donc qui est contrainte à ne pas être très large, elle va jusqu'à l'infini, c'est sûr et certain. Plus une fonction est serrée, plus sa transformée de Fourier est large. C'est ce qu'il y a derrière, c'est l'essence de la relation d'indétermination d'Heisenberg, au fond. Donc en fait, phi étoile, phi tilde ne sera pas une fonction de D, et donc l'action, donc si on veut faire ça pour n'importe quelle distribution T, on peut écrire ça, mais ça, il n'y a aucune raison que ce soit défini, puisque T n'est défini que sur les fonctions support borné. Alors comment on fait? Ben, on n'a pas le choix. Si on veut... Donc l'approche heuristique nous montre que c'est ça qu'on voudrait avoir. Ça correspond exactement à la procédure qu'on a fait globalement. Quand c'est des fonctions, ça se passe comme ça. On voudrait pouvoir étendre la transformée de Fourier aux distributions. Donc on voudrait pouvoir écrire ça. Donc la seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on accepte de réduire un petit peu l'espace des distributions. Si on prend les distributions telles qu'on les a définies jusqu'à présent, c'est-à-dire des formes linéaires continues sur les fonctions C infini à support borné, alors ben, on ne peut pas écrire ça. Donc on va accepter de perdre quelques distributions en ne conservant que les distributions, je vais l'écrire comme ça, on ne conserve que les distributions qui sont des formes linéaires continues sur un espace qui n'est pas donc, forme linéaire continue, sur un espace donc, qui n'est pas l'espace des fonctions C infini à support borné, mais sur un espace sur un espace plus grand, et quel espace? S, l'espace de Schwartz. Alors on va voir tout de suite pourquoi et pourquoi ça sauve le problème. Donc ça, c'est un commentaire que j'avais déjà fait. Plus on restreint l'espace des fonctions test, plus on accepte de distribution. Parce que du coup, c'est moins exigeant d'être continu sur un espace plus petit. Là, on va chercher des distributions qui sont des formes linéaires continues sur un espace plus grand que les fonctions C infini à support borné, qui sont continues sur S. Alors, je vous rappelle que S, l'espace de Schwartz, c'est l'espace des fonctions C infini. Alors, on les a rencontrés quand on a fait la transformée de Fourier. C'est ça qui nous a permis, d'ailleurs, d'étendre la transformée de Fourier de L1 à L2, ou comme fonction de carré sommable. Donc, c'est l'espace des fonctions C infini à décroissance rapide. À décroissance rapide, et toutes les dérivées à décroissance rapide aussi. Pour toutes les dérivées. Pour la fonction et toutes ses dérivées. Et bien ça, c'est magique. Alors évidemment, on perd des distributions en route. Il y a des objets mathématiques qui sont des formes linéaires continues sur D, mais pas sur S. Donc celles-là, on les perd. Mais si on restreint un petit peu l'espace des distributions en exigeant qu'elles soient continues que ce soit des formes linéaires continues sur tout S et pas juste seulement sur D. Donc, D est inclus dans S, bien évidemment. Donc si on prend les fonctions, les formes linéaires continues sur tout F, tout S et pas seulement sur D, on perd quelques distributions, mais heureusement, on garde toutes celles qui sont intéressantes en physique, delta, le peigne de Dirac, tout ce qui est sympathique, et bien sûr toutes les distributions régulières. Oui.
Non, D, c'est l'espace des fonctions C infini à support borné. Donc, évidemment, elles décroissent plus vite que n'importe quel polynôme à l'infini. Vous vous rappelez, décroissance rapide, c'est-à-dire décroître plus vite que n'importe quel x puissance n à l'infini. Donc, si elles sont strictement nulles, donc elles décroissent plus vite que n'importe quoi. Elles décroissent même plus vite que des exponents. Enfin, elles sont nulles. Voilà. Donc ça, toutes les fonctions d'ici sont des fonctions de là. Hein. Donc, et ça va nous garantir qu'une distribution, enfin, pour les fonctions qui sont des distributions, en particulier pour des distributions régulières, celles qui sont associées à... Bon, non, pardon, je ne le dis pas tout de suite. C'est-à-dire que la transformée de Fourier définie comme ça sera compatible avec la définition de la transformée de Fourier pour les fonctions normales, bien sûr. C'est ça que je voulais dire là, on verra après. Donc, du coup, alors l'avantage, parce que ça on l'a vu quand on a fait le cours sur les transformées de Fourier, c'est que S est stable par transformation de Fourier. C'est-à-dire que si phi est dans S, alors phi tilde existe bien sûr, et phi tilde est aussi dans S. C'est ça qui nous a permis d'étendre la transformée de Fourier à L2, l'ensemble des fonctions de carré sommables, parce qu'après on a dit, donc du coup la transformée de Fourier est bien définie dans S, et S est dense dans L2 de R, et du coup par continuité on peut définir la transformée de Fourier dans tout L2, même si l'application de la formule intégrale qui donne la transformée de Fourier n'est pas définie en l'occurrence pour telle ou telle fonction. Mais n'empêche, en tant que limite de suite, de fonctions au sein de S qui toutes ont une transformée de Fourier, on peut définir la transformée de Fourier dans tout L2. Donc c'est ça qu'on avait fait. Et bien là, on récupère en fait cet espace vraiment sympathique. Donc les fonctions, donc c'est plus vaste que ça. Hein, donc on perd des distributions en route, ok. Mais en tout cas, toutes celles qui sont des distributions sur cet espace-là, c'est-à-dire en fait le nouvel espace des distributions, ça va être S', le dual topologique de S. Donc pour quel que soit T appartenant à S', donc pour toute forme linéaire continue sur S', alors il existe une transformée de Fourier. Il existe f de t. Et c'est quoi f de t? C'est ça. On définit la transformée de Fourier d'une forme linéaire continue sur S' comme étant la distribution qui, à tout phi, associe l'action de t sur la transformée de Fourier de phi. Et celle-ci existe et elle est dans S. Donc, si t est défini sur S, f de t est défini aussi sur S. Donc on reste au sein de l'espace S', l'espace dual de S. Vous voyez la logique? Donc encore une fois, on a perdu quelques distributions en route. Bah ok, bah, c'est le prix à payer parce que de fait, ça, si phi est à support borné, f de phi ne le sera pas. Donc on ne pourrait pas définir ça sur toutes les fonctions. Enfin, sur toutes les distributions qu'on avait introduites jusqu'à présent. Donc on se restreint un peu. Et bien voilà, on s'est restreint et c'est pas grave. En tout cas, donc voilà la définition de la transformation de Fourier pour une distribution dans S'. Et puis après, le reste, je ne sais pas, si vous me donnez 5 minutes de plus, on écrit les... Vous voyez, j'ai une page de plus qui donne les propriétés. Du coup, on va hériter, juste pour dire que... toutes les propriétés sur les transformées de Fourier standard, on les récupère sur les distributions en fait. C'est-à-dire la transformée de Fourier d'une dérivée, c'est k fois la transformée de Fourier de la fonction, enfin toutes ces petites choses-là. Donc je vous propose de les écrire. Et puis on va juste calculer la transformée de Fourier de Dirac, parce que c'est un peu fait pour ça, de la distribution de Dirac. Et puis on aura fini, je pense, ça fera une bonne fin. Ok? C'est bon? Pas de questions là-dessus? Il faut vraiment avoir compris la philosophie. Hein, il faut que ça soit existant, donc on n'a pas le choix, on est obligé d'élargir l'espace des fonctions test en fait. Ok. Alors, j'ai un petit combien là? J'ai un petit
un petit b, en fait. Ouais. Après l'approche heuristique, j'ai un petit b. Donc, c'est ce qu'on appelle les distributions tempérées. Alors, une distribution tempérée, par définition, on appelle distribution tempérée. Tout élément de S', donc dual topologique de S, hein, c'est-à-dire forme linéaire continue, sur l'espace des fonctions C infini à décroissance rapide, sur S. Voilà. Voilà, hein, donc continu, ça veut dire que si phi n tend vers 0 dans S, dans S, alors la distribution T appliquée à phi n, appliquée à phi n, tend vers la distribution T appliquée à 0, c'est-à-dire 0. D'accord ? Bien. Ça, c'est la continuité. Enfin, c'est ça que ça veut dire. OK. Alors, toute distribution tempérée est une distribution ordinaire. Hein. C'est un sous-ensemble, c'est exactement ce que j'ai dit avant, je l'ai écrit pour que ce soit au tableau, mais toute distribution tempérée est une distribution au sens où on l'avait indiqué jusqu'à présent. Donc on continue d'appeler distribution un élément de D'. Hein. Et donc quand on se réfère aux éléments de S', on dit distribution tempérée. Elles sont un peu plus sympathiques. Elles ont une transformée de Fourier. Mais du coup, il y en a un peu moins. Alors, quel est l'équivalent d'une fonction, d'une distribution régulière pour les distributions tempérées? Une distribution régulière, c'était une distribution qui était en fait une fonction. C'était en fait une fonction f qui était localement intégrable parce que ça suffisait pour que f phi ait un sens, quel que soit phi, dans D. Hein, puisque D, c'est des fonctions à support borné. Si f se comporte mal à l'infini, c'est pas grave, puisque phi se comporte plus que bien et elle est nulle. Donc l'intégrale correspondant à ça était bien définie. Donc les distributions régulières, c'était n'importe quelle fonction localement intégrable. Quel est l'équivalent des distributions régulières dans l'approche des distributions tempérées, pour les distributions tempérées? Bien, ça va être les distributions qui permettent d'écrire un truc pour que ça ait un sens. Donc c'est des fonctions, pardon, c'est des fonctions. On cherche des fonctions f telles que f phi ait un sens, mais maintenant, quel que soit phi dans S, ce qui est un peu plus large. Alors, c'est ce qu'on appelle des fonctions à croissance lente, par opposition aux fonctions à décroissance rapide. Parce que phi, c'est une fonction à décroissance rapide. Si f croît lentement, l'intégrale va converger. C'est vraiment la même idée. Hein. Fonction à croissance lente. Alors, par définition, c'est une fonction qui, à l'infini, peut diverger, mais diverge moins vite, enfin diverge au mieux, au pire, comme un polynôme. De degré que vous voulez, mais de degré fini. Donc E puissance x, ce n'est pas une fonction à croissance lente.
Mais x puissance 200 milliards, c'est une fonction à croissance lente, parce qu'elle croît plus lentement que x puissance 200 milliards plus 1. D'accord? Donc une fonction à croissance lente, c'est une fonction... alors elle est localement intégrable aussi, hein, c'est l'équivalent d'ici, mais juste, il n'y a pas besoin... il ne suffit pas qu'elle soit localement intégrable, il faut en plus que, appliquer à une fonction phi à décroissance rapide, l'intégrale converge, donc localement intégrable. Croissant au pire comme x puissance n à l'infini. Plus l'infini et moins l'infini, pareil. Hein, enfin. Donc elle doit être localement intégrable, comme ici. Une vraie fonction qu'on peut intégrer sur n'importe quel intervalle fini, mais qu'on peut aussi intégrer jusqu'à l'infini après l'avoir multiplié par une fonction à décroissance rapide. Donc croissance lente, décroissance rapide. Le produit des deux sera décroissant rapidement, et donc on pourra faire l'intégrale. Donc ça, c'est défini. Voilà. Donc finalement, toute fonction à croissance lente définit une distribution tempérée. Mais de même qu'il n'y a pas que les distributions régulières, c'est-à-dire que les fonctions localement intégrables qui sont des distributions, de même, il n'y a pas que des fonctions localement intégrables à croissance lente qui sont des distributions. Par exemple, delta. Alors, delta est à croissance lente, si on veut, parce que ça vaut clairement 0 loin du haut, mais par contre, elle n'est pas... oui, enfin, ce n'est pas une fonction, oui, donc delta n'est pas une fonction, hein, mais ça va être une distribution tempérée, justement parce que, quelle que soit la fonction, même si elle n'est pas nulle à l'infini, il suffit qu'elle ne soit pas nulle au-delà de... Enfin, il suffit qu'elle ne soit pas infinie en 0, et tout va bien, quoi. Donc, voilà. Alors, donc on est là. Et alors, voilà, distribution... petit d, petit c, petit d. Bon, petit c ou petit d? Petit c, alors bon, mon c, c'était censé être fonction à croissance lente, vous savez ce que c'est. Donc, petit c, TF des distributions tempérées. C'est déjà ce que j'ai écrit, c'est... Voilà, par définition, f de t, donc quel que soit phi dans S, f de t phi est défini comme étant t phi tilde. Voilà. Bon, vous l'avez déjà écrit. Et maintenant, propriété, petit d, propriété, et voilà. Alors, je vais vous les écrire. Dérivation, pour commencer. La transformée de Fourier de la dérivée d'une distribution, c'est ik fois la transformée de Fourier de la distribution. Hein, c'est-à-dire, enfin, ik au sens... enfin, si k est la variable en question. Je vais juste vous montrer pour celle-là comment on hérite la propriété de la transformée de Fourier des fonctions sur la propriété analogue, donc, enfin, chez les distributions. Vous avez donc, par définition, donc la transformée de Fourier de T' appliquée à phi. Par définition, c'est T' appliqué à la transformée de Fourier de phi. Et T' appliqué à une fonction, par définition de la dérivée, c'est en fait moins T appliqué à la dérivée de la fonction. D'accord? Ça ne change pas. Sauf que, et donc vous voyez qu'il suffit de connaître la dérivée de la transformée de Fourier d'une fonction normale. Et ça, on le sait, la dérivée de la transformée de Fourier, c'est ik fois la fonction. Enfin, fois sa transformée de Fourier.
Donc ça, c'est alors moins t ik ça. Et donc, ou moins ik, c'est moins ik. Ah oui, c'est moins ik. C'est ik? Oui, c'est moins ik. Oui, c'est e puissance moins ikx dx, la transformée de Fourier. Donc quand on dérive par rapport à x, ça fait moins ik qui sort. Et donc avec le moins, on retrouve ça. Bref, enfin, je ne veux pas perdre du temps là-dessus. Vous voyez l'idée. En fait, en passant la transformée de Fourier de la distribution sur la fonction, on hérite de toutes les propriétés des transformées de Fourier valables sur les fonctions. Elles se retrouvent sur les distributions. Donc on a ça. On a évidemment la transformée de Fourier de la dérivée énième, qui va être ik puissance n fois la transformée de Fourier de la fonction, etc., etc. Pareil pour la translation. Hein, si vous avez donc la transformée de Fourier de la distribution qui agit sur la fonction, non pas en x, mais en x moins a, enfin je le note comme ça, vous voyez ce que ça veut dire, eh bien ça va être e puissance, alors je ne sais jamais si c'est moins ik ou plus ik, enfin il faut l'écrire, et puis on trouve que ça fait e puissance moins ika fois la transformée de Fourier de la fonction, enfin de la distribution agissant sur la fonction en x. Hein, donc voilà, enfin exactement ce qu'on attend. Et le dernier point ici, c'est la transformée de Fourier du produit de convolution. De deux distributions. Alors si ça existe, hein, si le produit de distribution existe, le produit de convolution de distribution existe, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas toujours le cas, eh bien ça va nous faire racine de 2pi fois la transformée de Fourier de la première fois la transformée de Fourier de la seconde. Hein, j'en profite pour vous rappeler qu'on avait eu un tout petit cafouillage quand on a fait la transformée de Fourier des convolutions de fonctions, là, avec le 2pi, on ne savait plus où le mettre. Hein, donc je reprends la définition du produit de convolution comme on l'a écrite tout à l'heure, hein, f étoile g de x, qui est la somme de f de y, g de x moins y dy. Et donc si on applique la transformée de Fourier et qu'on fait la petite manip qu'il faut, hein, on trouve que la transformée de Fourier de ça, donc f étoile g tilde, de k, c'est en fait racine de 2pi, hein, f tilde de k, g tilde de k. Ça dépend des conventions. Vous trouverez dans certains ouvrages sans le racine de 2pi, vous trouverez aussi fois 2pi, ça dépend des normalisations qu'on choisit. En tout cas, dans celle que j'ai prise, voilà ce qu'on obtient. Donc le transformé de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit transformé de Fourier, exactement comme pour les fonctions. Et inversement, si le produit de convolution existe, S fois T, alors ce n'est pas toujours, hein, on ne peut pas toujours multiplier deux distributions, en particulier delta fois delta, ça ne veut rien dire, on a déjà commenté ça. Mais dans certains cas, on peut, en tout cas quand c'est des distributions, quand il y a une distribution régulière par exemple, ou une distribution, correspondant à une fonction C infini fois n'importe quelle distribution, ça marche. Enfin, quand le produit existe, eh bien, la transformée de Fourier de ce produit, c'est juste la réciproque de ça, c'est 1 sur racine de 2pi, la transformée de Fourier de S convoluée à la transformée de Fourier de T. Voilà, alors dernier point, et on s'arrête. Exemple, et on va faire la transformée de Fourier de la fonction 1, et on va voir que c'est un Dirac, ou la transformée de Fourier de la fonction Dirac, et on va voir que c'est une fonction constante. Allez, j'aurais un peu abusé, mais bon, voilà, on a l'habitude. Vous n'avez pas cours derrière. C'est les vacances après, donc on peut se permettre. Allez, dernier effort, exemple, petit e, je sais pas. Je commence à exceller dans l'art du prolongement de cours. Là, je crois que j'ai battu mes records aujourd'hui. Ça fait un moment que je vous ai dit il y a 3 minutes. Hein. Non, mais c'est pour répondre au même de votre collègue, là, Maxime. Là.
Voilà, en fait, c'était de l'anticipation. Alors, la fonction 1, qui à x donne 1, d'accord, est une fonction à croissance lente. Elle ne croît pas du tout, donc... voilà. Donc, elle admet une transformée de Fourier. Bon. C'est une fonction à croissance lente. Que vaut sa transformée de Fourier? Eh bien, par définition, 1 transformée de Fourier appliquée à phi, n'importe quelle phi dans S, hein, maintenant, on n'est plus dans D, on est dans S, n'importe quelle phi dans S, je ne suis pas là, 1 appliqué à phi, c'est donc égal, alors par définition, c'est, pardon, 1 tilde appliqué à phi, c'est 1 appliqué à phi tilde, et donc c'est la somme de la fonction 1, c'est-à-dire 1, fois phi tilde, alors de k à dk, de moins l'infini à plus l'infini, et phi tilde, eh bien phi tilde, c'est... alors ça, phi tilde, c'est 1 sur racine de 2pi, phi de x, e puissance, moins i kx, dx. Et tout ça fois intégré sur dk. Ah non, enfin oui, c'est... Non, non, non. Non, non, non. La réponse est non. Non, parce qu'on n'a vraiment plus pour une ligne, ce serait dommage. Oui, donc c'est pas faux ce que j'ai écrit là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça, c'est directement, en fait... C'est directement... Oui, oui, c'est directement racine de 2pi fois 1 sur racine de 2pi, jusque-là ça va. Somme de moins l'infini à plus l'infini de psi tilde de k, e puissance ik fois 0, dk. J'ai multiplié par 1 et j'ai multiplié par 1. Sauf que vu comme ça, il est évident que ceci, c'est racine de 2pi phi de 0. Yes! Non? Eh ben oui! C'est la transformée de Fourier inverse en 0. Et donc, 1 appliqué à phi, c'est racine de 2pi, phi appliqué en 0. Et donc, 1 tilde appliqué à phi, c'est racine de 2pi fois delta appliqué à phi. Yes! Et donc, la transformée de Fourier de 1, c'est racine de 2pi delta. Bon, allez, je vous laisse faire le reste. La transformée de Fourier de e puissance moins i k0x, c'est racine de 2pi delta de k moins k0. Et la transformée de Fourier de delta de x, eh bien c'est 1, enfin sur racine de 2pi. Alors les racines de 2pi, ça dépend des conventions prises pour les transformer de... Un coup, vous aurez ici rien, et puis ici 1 sur 2pi, ou bien là 2pi, et puis là juste 1. Bon, voilà, ça dépend des conventions qu'on prend pour la transformée de Fourier, mais voilà. Alors après, on peut jouer avec les translations, les dérivés, les transformées de Fourier de la fonction de Heaviside, tous ces trucs-là. Vous le verrez en exercice ou dans n'importe quel bouquin. Le principe est vraiment celui-là. Une fois que, enfin, si on est prêt à perdre quelques distributions pour... de façon à ce que ça reste une fonction sur laquelle la distribution est définie, alors on peut définir la transformée de Fourier, et tout se passe bien. Voilà, bon,
Eh bien, merci pour votre patience et on s'arrête là pour le cours officiel. Et puis, si vous voulez qu'on rajoute des trucs, on verra au fil de l'eau. Bon, allez. Bonnes vacances, bien méritées.